Chers amis, je suis vraiment ravi et je remercie sincèrement le comité d'organisation de m'avoir permis de partager avec vous cette thématique sur la TIH en réanimation, qui est un véritable challenge à la fois diagnostique et thérapeutique. Voici mes liens d'intérêt comme thrombologue. Alors, tout d'abord, sur le plan épidémiologique, il faut savoir que la TIH a une incidence qui est très variable et en fait, ça dépend des profils de malades, parce que vous voyez que ça peut aller de 0,1 à même plus de 5% chez des patients sous héparinothérapie, surtout héparine non fractionnée, qui est 10 fois plus immunogène que l'héparine de bas poids moléculaire. Plus c'est grand, plus c'est méchant, plus c'est petit, plus c'est gentil. Et en fait, vous voyez que ces malades sont plutôt d'âge mature, surtout de sexe féminin, avec parfois des terrains auto-immuns, septiques, donc inflammatoires, et des patients qui ont déjà thrombosé, donc qui ont déjà été exposés à de l'héparine. Et ce qui est certain, c'est que le contexte chirurgical, avec son stress, avec ses traitements hépariniques beaucoup plus systématiques et longs, est responsable plus fréquemment de contexte de TIH. Mais on se méfiera surtout de la chirurgie cardiaque avec la CEC, de l'ECMO avec l'héparine non fractionnée, donc souvent chez des malades particulièrement vulnérables, et de la chirurgie orthopédique. Mais vous voyez qu'en réanimation, l'intensive care unit, eh bien, l'incidence elle est plutôt faible, de l'ordre de 0,4%. Et pourtant, la TIH, vous verrez, est un ennemi pernicieux, car qui est concerné, surtout les patients qui sont exposés à l'héparine, et donc on constate que ça fait beaucoup, beaucoup de patients, et surtout ça intéresse beaucoup de prescripteurs médicaux et donc de collègues paramédicaux dans tous les domaines et départements hospitaliers, publics ou privés. Donc, méfiance. Et aujourd'hui, on considère que l'incidence de la TIH, eh bien, elle est plutôt faible chez des malades médicaux ou obstétricaux qui reçoivent de l'héparine de bas poids moléculaire. En revanche, s'ils reçoivent surtout des héparines non fractionnées, mais également des héparines de bas poids moléculaire, après une chirurgie majeure ou un traumatisme majeur, eh bien, ils devront appartenir à des patients à risque dits intermédiaires ou élevés, et donc chez lesquels il faudra bien sûr surveiller la numération plaquettaire et pas chez les patients à faible risque de TIH. Alors, vous connaissiez les Fantastic Four, connaissez maintenant les Dramatic Four, c'est-à-dire les 4 acteurs majeurs responsables de cette TIH, c'est-à-dire l'héparine, le facteur 4 plaquettaire qui est l'agent neutralisant naturel d'origine granulaire plaquettaire de l'héparine, les immunoglobulines G qui sont les anticorps qui sont responsables de cette réponse immune et qui vont aller se fixer sur des récepteurs membranaires très particuliers qui sont les CD32 ou FC gamma R2 qui vont effectivement accepter le fragment FC de ces immunoglobulines G. Car cette histoire de TIH commence par un couple, l'héparine qui épouse le facteur 4 plaquettaire, et dans un couple, il y en a toujours un qui change parce qu'il y a un coup de foudre, il y a un échange électrique qui va modifier la structure même du facteur 4 plaquettaire et qui va devenir antigénique. Et en fait, ces anticorps vont avoir la propriété d'activer non seulement, vous voyez, les plaquettes, mais également les monocytes en facilitant la génération de thrombine par l'expression du facteur tissulaire, et également l'endothélium en facilitant la libération de facteurs Willebrand, rendant le mur endothélial bien plus adhésif avec des protéines, donc ICAM, VICAM par exemple, beaucoup plus expressives. Et puis même activer les polynucléaires qui ne vont pas être en reste, qui vont libérer leur contenu nucléaire, les NETs, neutrophil extracellular traps, dont on connaît le caractère thrombogène. Et donc on a ainsi dans le compartiment vasculaire, par cette réponse immune, une activation pluricellulaire qui est responsable d'une génération de thrombine extraordinaire et donc bien sûr d'une thrombogénicité particulièrement orageuse. Et vous voyez que si on remet l'ensemble de ces acteurs dans ce théâtre vasculaire, on comprend que ces patients thrombosent de manière diffuse et de manière bien sûr particulièrement dramatique et délétère. Alors, l'héparine, on l'a dans la peau, et donc les réanimateurs, ça, le savent très bien, et donc on peut avoir des réactions cutanées chez les malades recevant des injections sous-cutanées d'héparine, mais là, vous voyez, donc sur des abdomens un peu, bien sûr, bedonnants,
vous voyez qu'on peut avoir des réponses maculopapulaires, des érythèmes qui sont prurigineux, et c'est plutôt de l'hypersensibilité de type 4 à IgE, et donc ça, c'est pas de la TIH. En revanche, si au point d'injection, vous voyez ici, vous avez une réponse qui est purpurique avec un halo inflammatoire extensif, très douloureux, et qui se reproduit si vous changez le site d'injection sous-cutané, eh bien cela traduit essentiellement la formation de microthrombie dans le derme avec la formation de lésions nécrotiques, et parce qu'il y a d'authentiques thromboses eh bien, au niveau du derme du fait de ce conflit immunologique. Et nous avions, avec d'autres équipes, bien entendu, souligné le caractère thrombogène de la TIH. Vous voyez, c'est pratiquement 60% de notre petite cohorte là. Et surtout, ces patients eh bien, peuvent récidiver si la prise en charge n'est pas optimale. Alors, ça thrombose aussi bien en artérielle, vous voyez, de manière plurifocale. Vous pouvez avoir ici une thrombose du tronc cœliaque, vous pouvez avoir une thrombose du mur postérieur de l'aorte, une thrombose de l'artère rénale avec un infarctus rénal. C'est ce qu'on a appelé donc le syndrome du thrombus blanc, en fait, avec, vous voyez, essentiellement des plaquettes et de la fibrine formant ces thrombis. Mais on a également des thromboses veineuses, avec une extension de thrombose souvent spectaculaire, avec, vous voyez ici, une phlegmatia cerulea dolens, donc avec un membre particulièrement donc, atteint, mais associé de manière asymptomatique à d'authentiques embolies pulmonaires qui sont parfois donc très sévères et silencieuses. Donc, il faut aller rechercher de la thrombose chez un malade qui est suspect de TIH, car cela peut être tout à fait pernicieux. Si vous soulevez les draps, vous pouvez avoir également du livet-d'eau et penser donc à une atteinte microcirculatoire artérielle avec bien sûr des ischémies et des nécroses distales. Et puis, le tableau cataclysmique que l'on a décrit également dans un autre conflit immunologique qui est le syndrome des antiphospholipides, avec ce syndrome catastrophique, on a également dans la TIH, eh bien, vous voyez ici chez ce patient, vous avez un thrombus au niveau du mur postérieur de l'aorte, c'est 50% de décès, mais on a surtout une fonte hémorragique bilatérale des surrénales, responsable d'une insuffisance surrénalienne, et donc il faut toujours penser à cette complication majeure et particulièrement donc, mortelle de ces patients sous héparinothérapie. Alors, le diagnostic de TIH, en fait, il n'y a pas de but en or, il n'y a pas de diagnostic de certitude. On bâtit une probabilité de la TIH à la fois sur des paramètres cliniques et sur des paramètres biologiques. D'abord, la numération plaquettaire est clé. Vous l'avez compris, s'il y a eh bien, thrombogénicité, il y a consommation plaquettaire, il y a donc disparition plaquettaire. Eh bien, on surveillera la numération plaquettaire chez des patients qui sont suspects disons, d'avoir une probabilité de TIH avérée, essentiellement des patients qui reçoivent des héparines non fractionnées, ou des patients qui sont sous héparine de bas poids moléculaire, qui ne sont pas en contexte médical, mais en contexte chirurgical, et puis des patients qui ont déjà été exposés à de l'héparine de manière multiple, et donc ceux-là doivent être bien sûr monitorés avec une numération plaquettaire bi-hebdomadaire pendant au moins 1 mois. Ça, c'est la règle. En revanche, des patients médicaux, des patients qui sont sous héparine de bas poids moléculaire de manière complètement donc isolée, eh bien, ne doivent pas avoir de numération itérative, mais doivent avoir une numération initiale et en cas de manifestation clinique cutanée de suspicion de TI. Alors, en chirurgie orthopédique, par exemple, vous voyez très bien ici avec la courbe bleue, eh bien, bleu ciel, le patient qui rentre au bloc, eh bien, finalement, a des fuites hémorragiques. Et donc, on a une hémodilution. Donc, il perd 30% de sa numération plaquettaire comparé donc, à sa numération initiale. Et ensuite, il remonte très rapidement. Et au 5e jour post-opératoire, ben, ce patient a corrigé largement sa numération plaquettaire puisqu'il a retrouvé son chiffre initial et même l'a dépassé du fait du stress inflammatoire. Mais brutalement, vous voyez qu'au 6e jour, il y a une cassure de la courbe et donc on voit une défervescence donc, de cette numération plaquettaire avec une chute progressive rapide. Et là, le patient donc, présente un phénomène thrombotique quelques jours plus tard. Et donc, il est important d'avoir une évaluation de la numération plaquettaire sur le plan donc cinétique, avec l'établissement d'une courbe qui est beaucoup plus parlante qu'une numération plaquettaire stricto sensu, puisque vous voyez que ce patient, eh bien, même à 250 000 plaquettes, avait cette cassure et était en suspicion
finalement de TIH avec une évolution particulièrement donc, inquiétante avec cette cassure et cette chute rapide des plaquettes après le 5e jour. Si on s'intéresse à la cinétique des malades en chirurgie cardiaque après une CEC, vous voyez donc les patients CEC donc, hop, ont une baisse de leurs plaquettes du fait de la consommation lors de la CEC, puis ensuite ça remonte et paf, cassure après le 5e jour. Là, vous avez 80% des TIH. Et puis 20% des TIH en post-CEC, ce sont des patients qui finalement donc, ont bien la chute liée au geste opératoire, mais ensuite ne remontent pas pendant 48-72 heures. Et là, parfois même, ils s'aggravent. Et là, vous devez penser à une TIH si ça ne remonte pas, en pensant que le patient finalement est un peu vieux, avec une moelle adipeuse et donc paresseuse. Mais en fait, il y a souvent chez ces malades eh bien, une TIH derrière cette chute ou cette non-remontée des plaquettes. Donc, attention, hein, le chiffre magique, c'est le chiffre 5. Donc, au 5e jour, on doit corriger en post-opératoire eh bien, la numération plaquettaire. Et surtout, après le 5e jour, attention à une chute éventuelle. L'autre cinétique importante, lors d'une suspicion de TIH pour lesquels finalement on va avoir une substitution antithrombotique non héparinique, eh bien la remontée des plaquettes grâce à cette modification anticoagulante chez ces patients avec un traitement efficace, la remontée des plaquettes signifie que c'est bien l'héparine qu'on a arrêtée qui était responsable de ce conflit et que la remontée des plaquettes eh bien, nous rassure sur la maîtrise de la thrombogénicité et bien sûr du conflit intravasculaire que présentaient ces patients initialement. Donc, moralité, ils en ont fait un film. Si tu casses, c'est pas nice. Donc, attention à la cassure. Soyez vigilants et demandez à votre biologiste de faire des courbes de numération plaquettaire. Alors, par Quentin, qui était un ancien pape, donc bien connu de la TIH, j'avais proposé le score des 4 T, hein, avec une évaluation de la profondeur de la thrombopénie plus ou moins grande, avec une apparition de cette thrombopénie plus ou moins précoce, avec la formation de thrombus ou éventuellement de nécrose cutanée chez ces patients et la présence ou pas d'autres causes de thrombopénie telles qu'un traitement antibiotique, un sepsis, etc. Et en réanimation, ce ne sont pas ces causes qui manquent. Donc, vous voyez que, in fine, chez ces patients en réanimation, on aura toujours un score qui sera amputé de ces 2 points du dernier T, du score des 4 T. Mais toujours est-il que plus le score est important, plus la probabilité de TIH est importante. Mais on voit que d'autres équipes travaillent justement pour améliorer ce score des 4 T, en pré-test bien entendu, de manière à préciser de façon beaucoup plus spécifique dans le cadre de la réanimation, dans le cadre donc des soins intensifs, eh bien, la cinétique plaquettaire, la chute, la profondeur de la thrombopénie, la présence de thrombose, etc. Et on propose un score des 4T amélioré en réanimation, mais qui doit être, encore une fois, validé en pratique clinique, et ce n'est pas encore le cas, parce que ce score est proposé de manière très récente. Et puis en CEC, vous voyez que l'équipe de l'HEGP, à Georges Pompidou, avait proposé il y a fort longtemps eh bien, un score beaucoup plus simplifié, justement sur cette courbe biphasique de la numération plaquettaire ou pas, et témoignant ainsi donc d'une suspicion plus ou moins grande en fonction du timing, bien sûr, de cette baisse des plaquettes. Et là encore, vous voyez, on essaie de contextualiser l'évaluation pré-test de la probabilité de TIH. En tout cas, le point P, statistiquement significatif, qui démontre donc une praticité en termes cliniques, c'est eh bien, les 4 P. Attention au profil clinique et au contexte. Attention à l'examen clinique en examinant la peau et les points d'injection. Attention à la cinétique plaquettaire. Et bien sûr, à l'établissement de ce score, le score des 4 T, qui est aujourd'hui un gold standard, mais on voit qu'il a des compétiteurs plus adaptés à la réanimation. Et donc, cette probabilité pré-test est importante à déterminer. Et le diagnostic de TIH, je vous l'ai dit, eh bien, est une chasse à la pathologie basée sur 3 dimensions. La dimension clinique, la dimension immunologique, en déterminant des anticorps spécifiques donc de la TIH, et puis une dimension plus fonctionnelle, témoignant du caractère héparine dépendant de cette activation plaquettaire. Donc, on a des trousses
donc de tests ELISA, avec des ELISA donc, qui sont classiques, qui prennent 3 heures, ou des ELISA beaucoup plus rapides et embarqués, automatisés, et qui permettent d'avoir une réponse pratiquement en 20 minutes, ou des tests rapides, des tests dits savonnettes, comme le stick par exemple, qui permettent d'avoir une réponse pratiquement en 10 à 15 minutes. Et le problème, c'est la spécificité, bien sûr, de ces tests, puisqu'on sait très bien que l'absence de ces anticorps a une sensibilité de pratiquement 100%. En revanche, la présence de ces anticorps, elle ne témoigne pas toujours de la présence d'une TIH, puisque le caractère pathogène de ces anticorps n'est retrouvé que dans pratiquement 50% des cas. Alors, vous voyez, par exemple, ici, vous avez un test rapide, donc le stick avec ici la bande du contrôle, un C, et derrière, en dessous, vous avez la bande donc, du test, finalement, du patient. En mettant ici le sérum à ce niveau-là, vous avez donc une diffusion, et avec si les anticorps sont présents, et une révélation sous forme de bande, et ici le contrôle témoignant de la bonne progression du sérum au niveau du test. Donc ici c'est négatif, ici c'est négatif, ici c'est positif, ici c'est positif, il n'y a pas de problème. En revanche, ici on se rend compte qu'on a des difficultés à interpréter, et même là, on a des mal à interpréter si vraiment il y a une TIH ou pas. Donc là encore, la savonnette peut nous faire glisser parfois, et donc il est important de faire appel à un biologiste averti. Et autre élément important, c'est que plus il y a d'anticorps circulants, et plus le risque de TIH thrombogène est important. Vous voyez que la densité optique supérieure à 1,5 est particulièrement responsable d'une aggravation du risque thrombogène en cas de présence de ces anticorps. Donc, l'ELISA, qui évalue semi-quantitativement par cette densité optique ces anticorps, est important à déterminer. Alors, les tests fonctionnels, il y en a plusieurs. Donc, je vous l'ai dit, déterminent la capacité finalement de l'héparine à venir ici activer les plaquettes. Vous voyez, ici c'est l'héparine non fractionnée qui est beaucoup plus prompte que l'héparine de bas poids moléculaire à activer les plaquettes témoins. Et si vous mettez de l'eau, vous n'avez aucune activation. Donc c'est bien héparine dépendant, et ça témoigne ainsi du caractère activateur plaquettaire de ces anticorps circulants. Et nous, dans le cadre de la réanimation, nous avions proposé un algorithme décisionnel, rapide, basé sur, bien sûr, la suspicion clinique, avec un score plus ou moins élevé, la réalisation de ce test rapide dit savonnette, et puis ensuite, on va bien sûr compléter par le test ELISA, mais surtout faire le test fonctionnel, un test rapide également en sang total que nous avons mis au point et qui permet pratiquement en une demi-heure de savoir si on va vraiment conforter le diagnostic de TIH ou alors l'infirmer avec des tests de manière concordante négative. Et c'est souvent rassurant d'être, disons, renforcé dans son hypothèse ou pas, avant de déterminer la démarche thérapeutique. Et aujourd'hui, il y a finalement, de manière complètement gratuite et ouverte, il y a un score avec une optique de machine learning, avec un algorithme basé sur, vous voyez, sur des variables particulières, même le caractère inflammatoire, le timing de la cytopénie, la profondeur de la thrombopénie, les autres causes ou pas de thrombopénie ou l'utilisation d'héparine non fractionnée. Donc, ce sont des critères que vous allez mettre au niveau de cet algorithme qu'on appelle TORADI-HIT, et vous avez ici l'adresse web, et qui pourrait ainsi simplifier et favoriser, bien sûr, l'analyse de cette recherche en 3D du diagnostic de TIH. Alors, après les 4P, après les 4T, je vous propose, moi, les 4S, puisque vous voyez que l'attitude, la règle, c'est qu'en cas de suspicion de TIH, tu dois suspendre ton traitement héparinique et le substituer par un traitement non héparinique et surveiller l'évolution de ta numération plaquettaire et surtout de l'état clinique de ton patient. Et donc, que la TIH soit associée à une thrombose avérée ou pas, elle doit être traitée de manière curative. C'est une recommandation de haut grade. Et c'est bien sûr, c'est basé sur des avis d'experts, mais tout le monde est consensuel.
Donc, après les Dramatic Four, le cinquième élément, c'est bien sûr la substitution non héparinique pour remplacer le traitement incendiaire qui est devenu l'héparine chez ces patients. Et c'est un traitement, bien sûr, qui peut être soit du donaparoïde sodique, qui est un héparinoïde de très bas poids moléculaire, avec un ratio anti-10A, de plus de 20, et que je ne pense pas que vous ayez au Maroc. L'argatroban, qui est finalement un dérivé de la L-arginine, qui est une antithrombine directe parentérale, qui doit être surveillée par une activité spécifique anti-2A, comme le dabigatran ou comme son ancêtre, qui était la lépirudine ou la bivalirudine. Et je ne sais pas si vous l'avez au Maroc. Et puis, in fine, le troisième larron qui pourrait être proposé, mais pour lequel aujourd'hui vous voyez que c'est encore une fois hors AMM, c'est le fondaparinux, puisque ce pentasaccharide d'origine synthétique n'a pas la propriété d'être, disons, immunogène et d'être responsable de l'avènement de TIH, encore que aujourd'hui c'est quelque chose qui est débattu, mais qui ne reste pas clairement établi. Quoi qu'il en soit, si on prend l'expérience canadienne, vous voyez, donc, qui date un peu, mais quoi qu'il en soit, sur 133 patients qui étaient suspects de TIH et qu'on a traités par le fondaparinux pour relayer le traitement héparinique incendiaire, vous voyez qu'il y avait quand même pratiquement 17% de récidives thrombotiques et 20% d'hémorragie majeure chez ces malades. Donc, on n'est pas très confortable avec ce type donc, d'attitude, mais c'est mieux que de laisser une héparine incendiaire chez ces malades. Donc, faute de grive, tu manges du merle et tu es bien obligé de remplacer ton traitement héparinique. Est-ce que les AOD peuvent être un bon atout? Moi, je dirais bien entendu, puisque à la guerre comme à la guerre, tu utilises ce que tu as et les AOD ne sont pas, donc bien sûr, des dérivés de l'héparine et donc sont des antithrombotiques puissants et efficaces. En revanche, les données donc de la démonstration de leur efficacité dans la TIH restent encore à mieux être illustrées, à mieux être déterminées, mais donc, encore une fois, moi, je pense que si vous n'avez pas d'alternative parentérale antithrombotique non héparinique, les AOD, dans cette situation-là, si la femme n'est pas enceinte, s'il n'y a pas d'insuffisance rénale terminale, si il n'y a pas une situation cataclysmique avec des comorbidités particulièrement exacerbées, eh bien, vous pouvez utiliser l'AOD chez ces malades, je pense, bien entendu. Vous voyez que dans cet exemple-là, eh bien, après un traitement non héparinique de quelques jours, où on a assisté à une remontée plaquettaire, c'est quand le malade a été stabilisé qu'on est passé donc aux AOD. Mais quoi qu'il en soit, si on n'a pas d'alternative parentérale ici, je vous engage à commencer avec les AOD ou fondaparinux ici, très tôt, quand vous pensez et vous suspectez la TIH. Alors, bien entendu, vous voyez, encore une fois, les conclusions sont de dire que le choix de la stratégie antithrombotique est influencé par bien, la disponibilité des molécules adaptées et puis surtout l'expérience du clinicien. Donc, je pense que, encore une fois, mais encore une fois, le tabib est bien obligé d'éduquer ses collègues sur la base de sa propre expérience. Mais aujourd'hui, je pense qu'encore une fois, en situation d'urgence thérapeutique, la TIH exige en cas de suspicion la suspension de l'héparinothérapie et sa substitution par un traitement non héparinique anticoagulant efficace, que ce soit le fondaparinux ou une AOD. Alors en conclusion, la TIH répond encore une fois à un trio important qui est bien sûr l'association du patient au réanimateur et à l'hématologiste. Parce que, encore une fois, il faut qu'on partage cette science et surtout ce contexte difficile de la TIH en alertant l'hématologue qui doit absolument être un bon surveillant, un bon pompier qui surveille la fumée qui est la chute plaquettaire, le praticien qui est un prescripteur de l'héparine, quel qu'il soit, l'infirmière qui, elle, injecte l'héparine pour évaluer la tolérance locale cutanée donc, du patient, et puis le pharmacien, lorsqu'il donne de l'héparine, doit bien sûr alerter et informer, bien sûr, lors de sa délivrance, de ce risque de TIH qui n'est pas si rare. Donc en conclusion, TIH, ça veut dire thrombopénie induite par l'héparine, c'est certain, mais c'est surtout une thrombine incendiaire
par l'héparine. C'est là le paradoxe, puisque la thrombose est initiée par l'héparine. Et dans ce cas-là, il faut un testing qui soit informatif et habile par des tests combinés immunologiques et fonctionnels, et puis un traitement immédiat hypocoagulant par un traitement non héparinique efficace. Je vous remercie de votre attention.